Et voilà, mais ce jour-là, c'était dur parce que c'était bide filmé, les conditions étaient atroces devant des gens que j'admirais. Et puis c'était très 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 stressant parce que c'était quand même... En fait, ils m'ont donné les rênes de maître de cérémonie d'un truc hyper important beaucoup trop tôt en fait. C'est important de pas accepter des trucs trop tôt pour les gens. Mais bon, comme Legitimus, franchement, quand elle avait parlé de son histoire, je m'étais exactement retrouvé. C'est un truc qu'on te propose, tu peux pas dire non. T'es bien payé. Quand tu commences, c'est important. Et puis c'est comme ça que t'apprends aussi. Mais en fait, le seul truc que t'apprends, c'est pas vraiment quand les gens ils disent fais des trucs de merde, ça t'apprendra à devenir un meilleur comique. Moi, je pense pas que ça t'apprend à devenir un meilleur comique, mais ça t'apprend à dire non mais ça je dis non. Zen, épisode 23 qui commence dans un instant. Je t'explique pourquoi je me zénifie moi-même, j'essaye, parce que déjà il fait très chaud, j'enregistre cette semaine et il fait chaud, la fenêtre est ouverte, et donc il y a des chiens qui interviennent dans l'intro, il y a des enfants qui interviennent dans l'intro. Oui, parce qu'il faut le savoir, quand il fait 30 degrés à l'ombre, les enfants, ça joue dehors. Hein. Au lieu de s'allonger à l'ombre d'une haie avec la langue qui pend et de baver au sol comme un chien, eh bien non, les enfants, ça joue dehors, ça court, ça crie, ça pleure parce que c'est tombé, ça s'est fait mal. Voilà, donc ça fait 4, 5, peut-être 17 fois que je refais l'intro. Et voilà, donc bienvenue dans l'épisode 23 qui va débuter dans un instant. Merci beaucoup d'ailleurs d'avoir été nombreux sur l'épisode précédent avec Florent Laussan, un humoriste belge que j'avais reçu. On avait parlé de trucs plutôt chouettes. L'épisode est dispo évidemment toujours comme les autres sur Apple Podcast, Spotify, Deezer depuis pas longtemps, on est dessus aussi, YouTube, enfin voilà, en gros partout il y a des podcasts, vous pouvez nous écouter. Continuez à mettre d'ailleurs des petits pouces, des petites étoiles, des j'aime, des fuck, j'en sais, on peut pas mettre de fuck. Non, on peut pas. C'est dommage. Ce serait cool de mettre des fuck. Parenthèse. Bref, donc bienvenue. L'épisode, c'est donc l'épisode 23. Le podcast est donc Essaye encore. Je t'explique le principe, peut-être que tu débarques pour la première fois, donc je t'explique rapidement. J'aime recevoir des invités qui m'intriguent. Je les connais ou connais pas, peu importe, mais qui m'intriguent, qui m'interpellent, qui m'intéressent. J'ai envie d'en savoir plus sur eux, ça c'est la règle. Et avec eux, on va parler de leurs bides, de leurs échecs, de leurs fails, de leurs plantades dans la vie, pour dédramatiser l'échec, ce qu'on peut peut-être vivre nous, et se dire que finalement, les gens qui réussissent des trucs, ils réussissent pas du premier coup, et c'est juste normal. Donc le podcast s'appelle Essaye encore, et tout est donc dans les deux mots, Essaye encore, et voilà. Épisode 23 qui va débuter dans un instant avec Urbain. Trigger warning, comme on dit en 2021, si t'es un nerd de l'humour, un geek du LOL, alors tu vas kiffer ta life, mon ami. En revanche, si tu suis pas l'humour, alors peut-être que tu vas pas tout comprendre de ce qu'on raconte, mais pour autant, les leçons, les apprentissages à tirer de ce qu'on raconte sont valables. Donc reste en fait. Voilà, on parle d'humour, il faut le savoir, mais vraiment, ça déborde le champ de l'humour. Urbain, c'est mon invité. Il est stand-upper, donc humoriste. Il a d'ailleurs un spectacle en ce moment au point virgule qui s'appelle Saison 1, épisode 1. Il a des longs cheveux en ce moment, mais il hésite à les couper aussi. Qu'est-ce qu'il est encore humain? C'est un humain honnête. Franchement, ce qui ressort du podcast, c'est que c'est un humain très honnête, peut-être trop honnête à voir. Très honnête. On a parlé avec lui de Blanche Gardin rapidement, on a parlé d'Olivier de Benoît, on a parlé de Coluche qu'il adorait. On a parlé d'humour, de ce qu'allait potentiellement devenir l'humour aussi. Et puis Urbain, il est aussi, il a un titre, je sais plus quel titre, mais il a un CDI, donc il a un titre chez Topito. Il fait des vidéos chez Topito en fait, Urbain. Voilà, j'aime beaucoup cette intro très taquine. Voilà pour le contexte. Urbain est donc mon invité pour à peu près 1 heure. Bienvenue dans l'épisode 23 d'Essaye encore. Urbain est mon invité. Salut Urbain. Salut, comment vas-tu? Ouah, je ne sais même pas ton prénom. Moi c'est Geoffrey. On va refaire ça. En effet, ouais, Geoffrey. Et toi Urbain du coup. D'accord. On reste comme ça. Oui, ouais, très bien. Moi, si j'aimerais bien pouvoir changer, mais bon, c'est comme ça, j'y peux rien. En même temps, tu l'as choisi, j'imagine, de t'appeler Urbain. Non, même pas, c'est un vrai prénom ou c'est un pseudo? Et voilà, tu as dit une blague de mon spectacle. Sérieux? Mot pour mot. Et ce à quoi je termine par dire non, puisqu'un pseudo, ça se choisit, et que si j'avais choisi, j'aurais peut-être pas pris Urbain. Ma foi. Oh, ça marche bien, Urbain, ça marche bien. Alors justement, Urbain, on va commencer par savoir un peu qui tu es. Et pour ça, j'ai une question, tu vas voir, hyper précise. Qui es-tu? Je suis un humain de 33 ans, bientôt 34. Je suis de sexe masculin, je crois. Je suis cisgenre, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui. Et
Et quoi d'autre? Et donc, je suis humoriste sous différents aspects. Il y en a un où je suis directeur de création de la vidéo pour le site et mediatopito.com. Donc ça, Ouais. c'est mon métier de tous les jours. Je suis un des rares comiques à avoir un CDI, ce qui les autres se moquent de moi, puisque en fait, Ouais, c'est parce qu'ils t'envient en fait. ben non, mais ils ont des horaires de chômeurs. Ils m'appellent à 11h et qu'est-ce que tu fais? Ben, je travaille. Mais voilà. Et puis je suis aussi, donc je fais du stand-up. Je sais pas comment on dit, stand-upper, humoriste, comique. J'aime bien Oui, stand-upper. tu fais de l'humour sur place, sur scène, debout, voilà, ou C'est peut-être ça. des fois assis sur un tabouret. Alors, toujours assis. Alors, c'est ma particularité. Je joue tout mon spectacle assis. Ah, est-ce qu'on peut dire que du coup c'est du stand-up? C'est du sit-up. Voilà, on tabourette. C'est ça. Du sit-up on tabouret. Très bien, et ok. Et alors, bon, on a cru comprendre que du coup l'humour tenait une place importante puisque c'est effectivement ce qui te fait manger et ce qui te passionne. Donc finalement les deux sont en un. Comment t'es venu à l'humour? T'as toujours voulu faire ça depuis que t'étais tout petit? Non, enfin, d'un côté, oui, j'ai toujours voulu, mais j'ai rien fait pour. Mais je me souviens, bah déjà, j'étais un nerd d'humour, ce qui je comprenais pas à l'époque. Euh, En fait, j'ai compris très tard que en fait, j'étais le seul à demander pour Noël, par exemple, que des VHS d'humour ou vouloir. Un jour, mon père, il a fait le Burger Quiz et du coup, je devais l'accompagner. Mhm. Et genre, j'ai pris toutes les jaquettes des VHS que j'avais pour me les faire, en fait, pour me les faire signer. En fait, pour moi, c'était comme, ouais, j'avais des t-shirts de South Park, en fait, j'étais ce qu'on appelle un comedy nerd, mais j'étais le seul, en fait. Et il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre que, bah, il y avait d'autres gens comme moi. Et donc, en fait, c'était une passion, l'humour, mais j'avais jamais pensé vraiment le faire, même si bon, j'ai fait des études de droit et il y avait toujours dans un coin de ma tête et dans le coin de la tête des gens que je connaissais ce truc de oui, bon là je fais parce que bon, il faut bien faire plaisir à mes parents ou pour l'instant j'ai pas trop de d'autres pistes, mais Mhm. il était clair dans ma tête, ça aussi j'en parle dans le spectacle, c'est le début, que dès qu'il a fallu finir les études et faire un vrai métier, j'ai dit non mais les gars, moi c'était une blague. À un moment, je vais pas faire un vrai métier. Donc en fait c'était là, mais je me suis jamais dit. Enfin, j'ai l'impression que ça s'est fait tout seul, c'est-à-dire que Ouais. voilà, j'ai arrêté le droit et pour plein de raisons, je me suis retrouvé à aller à Paris pour voir ce qui allait s'y passer. J'avais commencé à écrire un peu des articles. J'avais commencé à écrire un petit peu des articles sur le jeu vidéo, sur le rugby, sur toutes les choses qui me passionnaient. Et Mhm. puis, s'est présenté Topito, qui était parfait pour moi parce que ça permettait d'écrire et d'écrire sur ce qui était bien avec Topito, c'est qu'il te demandait de connaître un maximum de sujets et de tout faire en blague. Et puis après, bon, bah, ça s'est enchaîné très vite. J'ai commencé le stand-up et tout. Et au final, ça paraît très logique, mais je sais pas. J'avais toujours cette espèce de, j'avais jamais fait de théâtre ni rien. J'avais fait de la musique beaucoup, et dans les chansons qu'on faisait, il y avait souvent un côté on essayait d'être marrant, et moi je faisais déjà des blagues devant les gens. Mhm. Et j'ai toujours été le gars. J'allais dire le gars marrant, le gars qui essayait d'être marrant en tout cas. Ouais, mais c'est marrant comme on a toujours il y a ce syndrome, enfin, le fameux de l'imposteur. Je crois que dans tous les podcasts d'humour on en parle, mais c'est un peu ça. On a toujours, ouais, on essaye de faire des blagues. On est jamais assuré quand on dit qu'on fait des blagues. Non, oui, mais c'est pas ça, mais c'est parce qu'il y a des gens qui peut-être ont dit ah, il faut absolument que je fasse ce métier. Je sais pas, je les comprends pas. J'ai l'impression que c'est jamais les gens vraiment marrants, ceux qui disent depuis le début, qui ils essayent, enfin, ils avaient vraiment cette espèce de truc, je vais être humoriste. J'ai l'impression que c'est souvent on est marrant, et puis un Et du jour coup, ça découle, ouais, voilà. on a un déclic. Mais c'est vrai qu'en fait, j'avais jamais pensé vraiment concrètement à comment faire, mais j'avais toujours eu l'espèce de croyance bizarre que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, ça allait se faire. D'accord. Ce qui Et s'est passé d'ailleurs. bah oui. Et quand t'arrives, alors c'est le fait d'être à Topito qui t'a amené ensuite sur les planches, puisque apparemment chronologiquement c'est comme ça, ou est-ce que c'est juste, C'est vraiment enfin, juste après, hein, c'est vraiment en même ouais. temps. C'est-à-dire que Ah vraiment, d'accord. je commence à écrire des articles pour Topito direct après avec mon boss qui est maintenant mon producteur et puis Ah oui, d'accord. mon Ok, pote oui, tout surtout. se tient. Hmm. Mais on est allé au Paname et à ce moment-là, j'avais le vrai déclic en fait, c'est Louis C.K. C'est que moi, j'ai découvert Louis C.K. en 2012-2013, notamment avec ma copine qui elle est américaine. Et j'avoue que j'avais recommencé à m'intéresser un peu au stand-up américain, Dave Chappelle et tout.
Et pareil, là, j'étais vraiment le seul dans mon groupe à connaître un peu ça. Mais à Louis C.K., il y a vraiment eu un truc où elle et moi, enfin surtout elle m'a dit non mais faut que tu fasses ça en fait, t'es obligé. Et donc après Topito, très vite le Paname. Et on s'était plus ou moins dit avec la personne dont je te parle, qui est mon producteur, que ça va, le niveau était pas était pas était pas si haut que ça. On pouvait, enfin, on avait rien à perdre à essayer quoi. Ouais. C'est une belle façon, ma foi, de voir les choses. Bah, c'est une blague de Jim Carrey aussi qui est assez drôle, mais où il dit, il commence un spectacle comme ça et puis il dit. Quand j'ai grandi, j'ai regardé tous les gens à la télévision faire des sketchs. Je me suis dit, ouais, je peux le faire. Franchement, mais moi, c'est pas. Quand j'ai vu Louis C.K., je me suis dit, il parle de sujets qui m'intéressent et enfin, il parle d'une façon de. En fait, ce qui m'énervait moi dans l'humour et surtout l'humour français sur scène, c'était que j'ai toujours été passionné moi de la manière dont les gens étaient drôles dans la vraie vie. C'est-à-dire que Gad Elmaleh me faisait pas rire sur scène, mais par exemple dans les émissions de télé, il me faisait hurler de rire Eric et Ramsey. En fait, les gens m'ont toujours plus fait rire au naturel, mais à l'époque, on n'avait ni podcast, ni YouTube, vraiment. Et du coup, c'était très rare de voir les gens au naturel. Moi, je me souviens, j'étais fan, par exemple, absolu de l'émission Les Enfants de la télé, parce que souvent, on voyait Chabat et les autres parler comme s'ils étaient entre potes. Ouais, c'est vrai. Et on attendait aussi beaucoup que ça parte en cacahuète sur le plateau. C'est ça, et j'aimais beaucoup. Et quand j'ai vu le stand-up, et notamment Louis C.K., je me suis dit, oh putain. Il y a aussi le film Funny People de Judd Apatow où on voit des gens essayer de trouver des blagues. Et je me suis dit, putain, mais ça, je fais ça tout le temps. Et du coup, il y a eu un déclic d'essayer de faire ça, et voilà. Et donc, la petite particularité de Fils de pute, c'est que moi, à l'époque, j'étais tellement dans mon truc de, personne connaît Louis C.K., de toute façon le stand-up français c'est nul, je vais essayer de jouer mais en anglais. Et c'est là que par Sébastien Marx, qui est devenu mon ami, avec qui on a fait beaucoup de choses, tu le connais, c'est un humoriste oui. franco-américain maintenant, il a sa carte. Oui, maintenant, ouais. J'ai commencé les premiers sets que j'ai fait, c'était en anglais, ouais. D'accord, c'est marrant ça quand même de commencer en anglais. Et c'était vraiment pour le coup parce que les autres vont pas connaître, ou c'était une manière aussi de te décaler de toi et donc d'être moins grave si c'était pas bon. Ouais, il y avait les deux, mais il y avait surtout vraiment un côté pédant mais qui était pas si. Je dis que c'est pédant, mais à l'époque c'était quand même, il y avait quand même pas trop d'exemples il y avait du stand-up français, mais il était très encore théâtralisé. La manière de parler faisait pas du tout naturel. Et je connaissais personne qui connaissait Louis C.K. Les seules personnes dont j'avais entendu parler, c'était justement dans un podcast Yacine et Dan Gagnon, Yacine Bellous, Dan Gagnon, qui en parlaient. Et je m'étais dit on est 4, je vais aller sur des scènes, les gens vont pas comprendre ce que je fais. J'avais cette peur en fait parce que j'adorais Louis C.K. parce qu'il parlait de manière très crue. Et je savais qu'en France, si tu parlais de manière très crue, de toute façon, on allait te cataloguer comme étant bigard. Que les gens, j'avais l'impression qu'ils n'arrivaient pas à voir que ce mec-là pouvait être hyper subtil tout en étant hyper vulgaire. Et du coup, j'avais ce truc de non mais et puis en plus c'était comme si, par exemple, moi j'avais fait de la musique, j'avais fait du rock, et quand tu essaies de chanter des chansons de rock un peu énervées, tout de suite tu te dis qu'il faut que tu le fasses en anglais parce que ça sonne mieux et que ça a été fait comme ça. Et du coup, même j'avais vu des comédies, ça me paraissait pas si fou en fait parce que il y a plein de comiques américains ou qui parlent anglais mais avec un accent indien ou un accent grec ou un accent italien. Donc pourquoi pas finalement dans la mesure où tu sais dire les mots. Tu pouvais le faire toi avec ton accent français finalement. Et au final c'était pas mal parce que ça m'a permis de rencontrer déjà Sébastien Marx qui lui aussi pour le coup était frustré que le stand-up à l'américaine, enfin en tout cas moderne, était pas encore là en France, et puis Adrien Arnaud et puis même la première fois que j'ai joué il y avait Blanche et c'était une idole pour moi. Blanche, j'étais fan de Inside Jamel Comedy Club. Donc il y avait ce côté incroyable de à peine tu fais ta première scène, il y a déjà quelqu'un que t'admires vachement qui est là et qui peut donner un retour et puis qui comprend pour le coup ce que tu fais. Oui, voilà. Donc avec le recul, je me trouve un petit peu pédant et arrogant et de dire non, moi je vais le faire en anglais.
Mais d'un autre côté, je pense que ça me permet de rencontrer les bonnes personnes. Donc. Bon, bah en même temps tant mieux. Donc ça pour le coup c'est pas un bide, parce que ici c'est essaye encore. L'idée c'est de parler de tout ce qui a foiré pour et desquels on a appris des choses, mais il y en a eu, rassure-moi. Bien sûr, bien sûr. Alors ben comme j'ai la même histoire que tout le monde, hein, la première fois que je joue, bon, déjà je mets très très longtemps à jouer. Ça, si c'est un conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent se lancer là-dedans et qui nous écoutent, ne perdez pas de temps entre le moment où vous voulez le faire et le moment où vous le faites, puisque de toute façon, on ne peut pas se préparer à la première fois et les blagues. Ah ouais. Et vous pouvez travailler un set pendant 3 ans tant que vous l'avez pas dit devant des gens, vous avez aucune chance qu'il soit très marrant. De toute façon. C'est le seul truc hein, qu'on connaisse qui se travaille en le faisant en fait. Hein, c'est ça. Que les gens parce qu'il y a pas mal de gens qui connaissent pas ce truc veulent pas trop comprendre et ne comprennent pas. Déjà, ils comprennent pas par plusieurs façons. Déjà, ils comprennent pas que s'ils nous voient 2 ans après qu'on puisse dire les mêmes blagues. Ils comprennent pas que c'est encore en train d'être peaufiné. Voilà, qu'elles ne sont pas les mêmes finalement. Oui, et ils comprennent pas que une fois que t'as dit un truc une fois, tu peux le redire, que bon bref alors qu'une chanson, tu peux la passer 10 ans après quoi. Ça gêne personne. Mais ça, écoute, ça c'est l'avantage enfin c'est l'avantage de défaut, c'est-à-dire que oui, faut bosser plus et avoir une blague maintenant, enfin dans l'humour de maintenant, hein, parce qu'il y a quand même ce que j'arrive pas à comprendre, ce qui faisait partie pour moi de dire que les humoristes français étaient un peu des feignasses, en tout cas sur scène, c'était que les mecs revenaient jouer leur... Enfin, tu vois que genre Chevalier et Las Palais, que j'aime beaucoup d'ailleurs, le fait qu'ils finissent tout leur spectacle par l'addition, comme si c'était Let It Be en rappel, je trouve ça fou. Enfin, l'addition, le train pour Pau, je veux dire, l'addition, c'est le train, c'est Marine Robin. Mais oui, pareil, il y a des classiques comme pour, je sais pas, le Mad et autres, et effectivement, mais Bigard, d'ailleurs, je crois, on en parlait tout à l'heure, là, a fait, ou avant toute la période pandémie et tout, et je pense va revenir avec, faisait un spectacle best-of où les gens choisissaient parmi les meilleurs sketchs qu'il avait pu faire. Donc on était là-dedans, on était dans un spectacle composé uniquement de best-of. Oui, et pourquoi je disais ça? Donc on parlait de bide. Oui, et donc la première fois, ça va. Et puis évidemment, donc oui, bon, bah, la première fois t'as peur, il y a 12 personnes, et puis finalement ça va. Et puis la deuxième fois, c'est connu, t'y vas avec la confiance, et là, beaucoup plus dur. J'ai eu mes premiers, je pense à ma 3e fois, j'ai eu un énorme blanc sur scène. Mais vraiment un blanc, c'est-à-dire que j'étais sûr qu'en prenant 3 notes, en fait j'étais dans ma tête de j'ai des idées, et puis je vais les dire, et puis sans me rendre compte qu'en fait, quand on ne connaît pas son texte quasi par cœur, à la première fois que ça bide, et on le perd, ouais. Ouais, on le perd très facilement. Et oui, j'ai des souvenirs de, d'un coup, toute la salle devient plus noire, le silence est plus pesant. Enfin, c'est vraiment très dur, hein, faut le vivre, mais c'est très compliqué. Oui. Et du coup, quand c'est comme ça, tu fais comment? Par exemple, là, quand t'avais ton trou, t'acceptes qu'il y a un trou, t'arrêtes, tu reprends ton texte, hein, je sais pas si c'est le portable, un cahier, j'en sais rien. Ou alors, tu essaies de meubler quand tu peux en refouillant ta mémoire. Comment tu gères la chose? Là, à l'époque, quand t'avais rien, j'ai juste meublé, et pris mon bide et je suis parti. Le problème, c'est que souvent, quand on fait ça, on prend encore plus de temps. Non, mais vraiment, là, je me souvenais pas. Puis au début, on se dit il y a pas beaucoup de monde, mais souvent la plupart des gens qui sont dans la salle, on les connaît. Donc c'est très dur aussi. Donc ça, c'était mes premiers bids. Mais quand même, par rapport au maintenant où j'ai beaucoup plus travaillé mes sets, j'avoue que j'étais quand même moins stressé à l'époque. J'avais pris quelques bids, mais ça me faisait pas trop peur d'arriver avec des nouvelles blagues. Maintenant, j'avoue que le métier aidant, je maîtrise mieux certaines situations, mais il y a une pression en plus qui s'est ajoutée du coup. Ouais, beaucoup plus. Et si tu veux parler bon, écoute, parlons d'échecs. J'en ai un dont je me souviens, c'est d'avoir bidé devant, c'est toujours la même salle dont je vais parler, mais le Sceaux Gymnase, c'était un endroit où on jouait en anglais. C'était une salle du bide, hein, beaucoup t'en parleront. C'était une salle qui pue, le Bidnaz du coup. Le Bidnaz, ouais, c'est le Sceaux Gymnase. Il y a vraiment beaucoup d'humoristes, de blagues d'humoristes qui sont mortes là-bas. En fait, c'était le grenier du théâtre du gymnase. C'est-à-dire que tu avais le petit gymnase, puis tu montais, il y avait le théâtre où avait joué Coluche, puis là tu montais encore 4 étages, tu passais des habitations, et là il y avait le Sceaux Gymnase. Et c'est là où les gens jouaient en anglais, et il y a aussi Adrien Arnaud et Sam Melia qui animaient des open mic là-bas. Okay. Et cette salle, en fait, a le défaut qu'ont beaucoup de salles,
qui comprenaient pas vraiment le stand-up, les sièges en fait sont très confortables. Et il y a une règle dans le stand-up qui fait qu'il faut que les gens ils soient prêts et puis plutôt mal assis. En fait, plus on est confortable, plus on va se comporter comme un spectateur, alors qu'en fait je dirais que le public de stand-up il est acteur en fait, il le sait pas que dans la mesure où on va des fois lui demander de parler ou voilà, mais c'est vraiment eux qui disent. Non mais dans ses réactions déjà, ouais. Oui, en fait, quand un texte d'un sketch est très écrit de toute façon, même si le stand-up c'est très écrit, mais quand il est théâtralisé, joué et tout, des fois, que les gens rigolent ou pas, il sera joué de la même façon, alors que vraiment, la musique de ton texte de stand-up est vraiment déterminée par l'énergie que les gens peuvent donner. Et ça, les gens s'en rendent pas forcément compte. Et au Gymnase, il y avait un espèce de truc de en même temps, les gens étaient pas bons, donc on peut pas leur en vouloir. Hein. Mais j'ai même vu des humoristes confirmés venir prendre des bons petits bides là-bas. Mais il y avait un truc où les gens étaient affalés sur des gros sièges. Et donc on se prenait des bons fours. Et je me rappelle une fois, oui, c'était triste parce qu'il y avait Chris Esquer, que j'aimais bien, qui était là. Qui est totalement parti pendant mon sketch, c'était vraiment trop nul. Je pense qu'il est parti. Je pense qu'il est parti tout court, mais j'ai quand même vu qu'il était parti là. Et donc ça, c'était un bid. Qu'est-ce que je peux te raconter comme bid ? Je me suis pas mal agacé contre le public justement. Je me souviens d'un bid où c'était pas vraiment un bid, mais en fait, j'étais au Paname et puis il était tard, ça devait être un samedi, et puis les gens. Je sais pas de quoi je parlais, mais il y avait peut-être un peu des références au cul. Et il y avait 2-3 personnes qui arrêtaient pas de faire à chaque fois que je disais un truc, mais vraiment genre choqué que je puisse parler de sexe. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais outré, en fait, que des gens en 2000, je sais pas, 15 ou 16, aillent dans un comédie club à 22h30. Déjà, j'ai toujours eu l'impression qu'on pouvait pas vraiment dire ce qu'on voulait, que justement, déjà, on se censurait pour pas trop choquer le français. Parce que c'est bizarre, mais parce que il y a des trucs que les Français sont pas prêts à entendre parler sur scène. Ouais. Notamment... T'es allé au Québec déjà ou pas ? Oui, oui. Oui, parce que là-bas, pour le coup, j'ai cru comprendre, à force d'écouter effectivement pas mal d'humoristes aussi, que le public était très facilement choqué aussi. Ah non. Non ? Bah, peut-être dans les grands galas et tout. C'est possible, mais dans un club de stand-up là-bas, ça m'étonnerait que tu puisses choquer les gens, ou en tout cas ceux dont on veut parler, à savoir du cul et peut-être de la drogue. Non, mais c'est-à-dire que les sujets abordés en France, ils sont souvent... En fait, la moyenne d'âge des gens qui allaient... En fait, c'était un truc de vieux. C'était aussi ça qui m'a fait me lancer dans le stand-up. C'était avec tout le respect que j'ai pour Olivier de Benoît, hein, parce qu'en plus je le connais et il est sympa. Mais à l'époque, je le connaissais pas. Mais j'estime quand même qu'il a une manière de parler et des sujets abordés qui font de son public un public un peu âgé. Il le sait, je veux pas... Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, et c'est vrai qu'il est très gentil, je l'ai dû aussi interviewer plusieurs fois. Et un jour, j'ai vu quelqu'un de mon âge à l'époque, donc début de vingtaine, sur Facebook, partager un sketch d'Olivier de Benoît. Alors que moi, je savais qu'il existait Dave Chappelle et Louis C.K. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Non, mais je me dis, en fait, c'est pas, j'ai rien contre Olivier de Benoît, mais il y avait forcément quelqu'un de plus cool et de plus de sa génération. Enfin, je veux dire, maintenant, les jeunes, ils peuvent voir, moi, ça me ferait plaisir, mais ils peuvent, je veux dire, voir Farid, Roman, tu vois, des gens déjà, ou même Panayotis. C'est facilement accessible, déjà, je dis, moi, jeune, mais j'ai déjà 30 berges, enfin plus, mais là, un gamin de 20 ans, il va pas trouver Roman Frécinet ou Farid ou Panayotis ringard. Ouais, clairement. Ouais. Et à l'époque, en fait, lui, il avait même pas dit, et puis je dis pas qu'au début c'est ringard, je dis juste que ça avait rien enfin, c'est pas du tout le même style. Mais oui, c'est comme s'il y avait pas de rap pour les vingtenaires et que là, un mec se mettait à partager du Benny B en mode, ben non, mais ça, c'est le rap des gens qui ont 20 ans. Bon, alors je sais plus pourquoi j'étais parti là-dedans. On était parti sur Olivier de Benoît. Juste avant. Mais avant, ouais, voilà. En fait, c'était oui, non, voilà. Donc j'étais dans mon anecdote de j'en avais marre qu'on puisse pas aborder certains sujets. Oui, voilà. Et puis les gens faisaient oh. Et puis au bout d'un moment, je me suis énervé. J'ai dit mais je me souviens de c'était un bide mais assumé. J'aurais dit mais vous êtes fous vous. Enfin, vous croyez qu'on est sur France 2 là, mais vous êtes dans un comedy club. Il est 22h30. On est à Paris. J'ai quand même le droit de dire bite ou de parler. Enfin, c'est à quel point vous êtes prude en fait. Et je me suis parti dans un espèce de truc tout seul à m'énerver contre les gens. Et parce qu'en fait, j'en pouvais plus en fait. Et il y avait des gens qui étaient là, qui étaient d'accord avec moi. Et
d'autres ont fermé leur gueule. Et j'ai un comique qui m'a dit, putain, il m'a dit, on aurait dit un mélange de Malcolm X et de Bigard. C'était genre, je me battais pour la vulgarité. Mais ouais, ça m'est arrivé. En fait, moi, j'ai cette espèce de truc. C'est pas bien, hein, mais moi, j'aime pas le public, en fait. En fait, et tu lui demandais de venir te voir juste avant. Ah. Non, mais j'aimais pas le public des. Enfin, je pense que je commence à l'apprécier de plus en plus, mais j'avais toujours ça m'a toujours gonflé de devoir mal axer ce qu'on devait faire pour que certaines personnes enfin, non, mais je sais que, en plus, je sais que ça sonne horrible ce que je dis, mais bon, au moins je suis honnête. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, on comprend l'idée, en effet. Oui, de devoir effectivement, adapter sans cesse. En tout cas, j'ai pas ce respect infini qu'ont les gens, que disent les artistes, alors que moi je sais comment ils parlent les artistes, donc voilà. Tu veux pouvoir dire ce que tu as envie de dire, quoi, voilà. Oui, non, mais même j'ai pas ce respect infini pour le public en disant il a toujours raison. Non, pas forcément. Non, pas forcément. La preuve sur le stand-up, comme tout ce que les gens disaient sur le rap, toutes ces vieilles personnes avaient tort, en fait. Elles arrêtaient pas de dire oh ça va pas durer. En fait, ils avaient vu que la plupart ne parlent pas anglais ou n'en ont rien à foutre de ce qui n'est pas français de toute façon, puisqu'ils sont très centrés sur eux-mêmes. Ils ont pas vu le truc arriver, comme ils ont continué à critiquer le rap comme si c'était une mode, alors que ça fait plus de 45 ans que ça dure. Et le stand-up, c'était pareil. Et du coup, il y avait un certain public dont je comprends la tristesse de voir une certaine forme d'humour disparaître, mais où, oui, il m'est arrivé d'être hostile. C'est pas bien. Non, je le comprends. Et à ce moment-là, du coup, quand tu divises un peu la salle avec ceux qui sont avec toi, puis ceux que tu critiques en soi, tu te sens comment sur la scène à ce moment précis? Tu te dis putain merde, je pète un plomb, ou t'es gonflé par la confiance d'être sur scène et t'as forcément raison? Ce jour-là, j'étais tellement énervé que oui. Et puis il y avait personne. S'il y avait une personne du club, elle m'aurait engueulé, elle aurait eu raison. En vrai, ce que je dis, j'essaie d'être honnête avec les auditeurs. Je sais que je fais souvent ça dans les podcasts. En plus, après, je m'en veux. Mais je vous dis ce que je pense. Je sais ce que vous allez en penser. Moi-même, je sais que c'est pas bien, mais je peux pas m'empêcher de le penser. Et donc, voilà, je me suis énervé sur ces gens et j'avais l'impression que c'était juste. Et en même temps, je me dis avec le recul, écoute, si t'avais été plus marrant, et c'est ce que je sais maintenant, avec un peu plus de bouteilles, il y a moyen de faire passer ses idées un peu mieux. Et c'était sûrement quelqu'un qui criait pour rien. Mais en même temps, tu vois, on saura jamais. Si d'un coup, tous les stand-uppers se mettent à mieux être compris, est-ce que c'est parce qu'ils sont devenus beaucoup plus forts? Ou c'est parce que les gens ont compris une certaine forme d'humour? C'est un peu peut-être les deux, j'en sais rien. Ouais, un mix des deux. Après, non, je te rejoins sur le fait à 22h30 à Paris dans un comedy club. Si t'es choqué en entendant beat, t'es pas au bon endroit. Oui. En soi, voilà, déjà. C'est ça qui m'avait agacé. Et puis des fois, les gens emmènent des enfants et ils sont énervés de ça aussi. Et puis après, ils acceptent pas que certains sujets soient abordés. Ça, moi j'avoue, mais après c'est dans ma vie de tous les jours. Mais j'ai une tolérance un peu zéro avec les gens qui ne comprennent pas l'humour. C'est parce qu'en fait, après, c'est ma maladie à moi, mais moi, je place vraiment ça au-dessus de tout, le sens de l'humour. Donc, il y a rien qui me choque. Dans ma famille et dans mes amis, on est capable de faire des blagues sur tous les sujets les plus horribles. Ah oui, mais sur la mort de mes proches, enfin, les ruptures 2 secondes. Enfin, moi, j'en ai rien à foutre. J'ai vraiment zéro limite, en fait, là-dessus, dans ma vie de tous les jours. Et j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas ça, en fait. Que des gens soient encore chauds, alors on parle même pas des djihadistes, mais que des gens puissent être choqués par des dessins de Charlie Hebdo, ou ça me dépasse totalement, en fait. Je n'arrive même pas à comprendre que des gens puissent confondre une blague et du sérieux, quoi. Ouais. Oui, voilà, toi, t'es d'emblée dans la posture ça, je sais que c'est de l'humour, point. Il n'y a pas à débattre, voilà. En fait, c'est ça. En fait, je dis, j'arrive pas à comprendre. En fait, si, je le comprends. Pas comprendre une blague, c'est de la pure bêtise. Et du coup, j'ai du mal à l'accepter, en fait. Parce que je sais que c'est de la pure, oui, quand t'as pas compris une blague, t'es juste trop con, en fait. Et en fait, il faudrait être pédagogue, mais moi, je le suis pas.
Du coup, t'as des soucis avec les haters. Il y en a, on est en 2021. Il y a forcément des haters, que ce soit Topito, que ce soit sur toi sur scène. Tu dois avoir du mal, du coup, avec ces commentaires Oui. négatifs et très cons, souvent. Négatif, non. En fait, disons que je préférais qu'un commentaire me fasse mal plutôt qu'il m'agace. C'est souvent ceux auxquels je réponds. Mais d'ailleurs, tu sais que à Topito, il y a bien 6 ans qu'ils m'ont enlevé les droits de pouvoir répondre sous le compte Topito. Parce que je me suis déjà effectivement engueulé avec des gens. Mais je sais pas. Je préférais qu'on me fasse mal en disant, ben non, mais cette blague, ça a déjà été fait, ça ressemble à ça, c'est pas très original, c'est un peu nul. Tu vois, et si j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il dit, ça va me faire mal, mais je vais jamais répondre à un truc comme ça. Ça va me toucher par contre, mais Ouais. Ouais, mais quitte du coup à te toucher dans le bon sens, c'est-à-dire revoir ce que t'as fait, dire ah bah oui, il a peut-être pas tort et voilà quoi. mais par contre quand c'est juste, oui, pareil, j'ai une haine un peu féroce pour juste les gens qui viennent juste dire nul. J'ai vraiment, et il faut pas, pareil, il faut les traiter gentiment, leur expliquer pourquoi va leur demander pourquoi tu fais ça. Voilà, souvent les gens quand tu leur réponds ils disent oh ben je savais pas, pardon, moi j'ai juste dit ça comme ça, ils se rendent pas forcément compte. Mais pareil, j'ai un peu une tolérance zéro avec les gens qui peuvent se permettre de dire juste, ouais, il y a des gens qui disent nul, à chier ou pas drôle. Et après, j'ai appris à comprendre, par exemple, que pas drôle, ça pouvait dire plein de trucs. Par exemple, moi, dans ma bouche à moi, pas drôle, ça veut dire cette blague n'est pas originale, on peut faire beaucoup mieux, je l'ai senti venir, c'est pas marrant. C'est ça, donc c'est comme ça que je prends pas drôle. Ouais. Et en fait, j'oublie que des fois j'ai pris des pas drôles par Micheline, et puis en fait, pas drôle, ce qu'elle veut dire, c'est que de toute façon, ce sujet-là n'est pas marrant, ou ça la vexe, la blesse, ouais, elle trouve ça glauque. Ouais. Ouais. Et du coup, pour elle, c'est pas marrant. Et en fait, ça, je m'en fous en vrai. Ça, à la limite, moi, ça me fait, si je peux niquer la journée de quelqu'un avec une blague, ça me fait même un peu plaisir. Mais ce que je comprends, ce qui me fait mal, c'est le pas drôle, c'est vraiment pas marrant. Bah oui, puisque là, pour le coup, ça touche à l'essence de ce que t'as pu faire et créer, quoi. Oui. T'as commencé par le Paname, tu disais tout à l'heure quand t'as commencé à monter sur scène. Le Paname a la réputation d'être un lieu compliqué, ça s'est vérifié alors apparemment? Non, franchement, moi, ça allait. J'ai vite compris le truc. Bizarrement, j'ai plus eu des problèmes avec des trucs qui seraient plus proches de moi. Par exemple, en fait, à force parce que le Paname, ce que les gens disent, c'était que c'était un peu, déjà, c'était pas cher, et puis c'était un peu la banlieue qui venait. Enfin, je te dis ça, comment c'est perçu, hein. Parce que c'était même pas vrai, parce qu'il y a toujours eu de tout au Paname. Mais en gros, les gens, avec peut-être un petit peu de racisme, la réputation du Paname, c'était ah oui, quand on y va, c'est sûr que si on n'a pas un truc typé de Jamel Comedy Club, ça va pas marcher. Ce qui était faux, mais c'est vrai que c'était un public plus jeune qui avait besoin ou certaines personnes bidaient. Moi, j'avoue que j'ai jamais eu trop d'emmerdes au Paname, ça marchait plutôt, et j'ai même des amis très forts qui avaient du mal avec le Paname. Et moi, c'est plutôt après, quand d'autres scènes se sont ouvertes plus de mon milieu de blanc bobo, genre quand Guilhem il a ouvert le Barbès, où là, clairement, c'était plus branché, plus des gens qui me ressemblaient, en fait, qui travaillaient, qui avaient mon âge, les mêmes références, qui connaissent le stand-up américain et qui sont dans des métiers de l'Internet et tout. Et ben là, pour le coup, eux, les mêmes blagues que je pouvais faire devant des gens... je sais pas, mettons que j'ai une blague. En plus, c'est pas du tout mon genre, hein, moi, de faire une blague sur les religions ou les origines. Mais s'il y avait une toute petite remarque là-dessus au Paname, elle passait parfaitement. Et entre blanc bobo, non. Et j'ai pris beaucoup de bides au Barbès. Enfin, en tout cas, beaucoup de non, merci. Ce qui m'avait assez agacé en me disant, mais autant je ne vous aime pas les bobos qui me ressemblent, autant techniquement vous êtes ma communauté. Ouais, c'est un peu paradoxal. Mais ouais, ça a été très dur de m'imposer. Je pense que ils étaient assez snob et j'avais des allures qu'ils ont considéré. Peut-être que mes blagues, et c'était un peu ça aussi, mais je passais un peu pour un gros beauf. Moi, j'ai un peu un problème parce que j'arrive jamais trop à me situer. J'ai l'impression que j'étais peut-être pas assez Paname pour le Paname, mais alors pas du tout assez branché pour là. Et que s'il fallait que je joue la carte du mec qui vient de Clermont, un petit peu rural et tout, j'y arriverais pas non plus. En fait, j'arrive pas du tout à trouver une cible.
puisque finalement je déteste tout le monde pareil. Je n'arrive pas vraiment à trouver un groupe que j'aime bien. Et s'il y avait un groupe que j'aimais bien, je me mettrais à leur envoyer des fions direct. Après saison 1, épisode 1, ce sera ton prochain spectacle. Je déteste tout le monde. Mais pareil. Non, mais du coup, non, tout ça pour dire que j'ai un bide pas forcément assuré partout, mais un bide protéiforme, quoi. Ça dépend de l'humeur dans laquelle je suis au moment dit. Mais je peux, j'ai bidé partout. Après, j'ai jamais pris d'énormes tôles. La plus grosse qui m'avait marqué, c'était un truc. En fait, il faut que les gens comprennent. Et Legitimus, du coup, on avait parlé dans ton podcast, c'est que souvent le stand-up bide à un moment, enfin. Les gens veulent toujours dire, et ça c'est un autre truc qui m'énerve dans ce métier, et quand je vais le dire, beaucoup d'humoristes vont s'énerver s'ils m'entendent, mais c'est pareil, je le pense, donc pourquoi ne pas le dire. Les gens disent toujours, c'est ta faute. C'est jamais la faute du public. Bah c'est faux. Legitimus, quand il a expliqué son histoire de le mec, il lui met pas ses sons, il lui met pas sa balustrade, il prépare pas les gens au fait qu'il va y avoir des blagues, après tu bides, bah c'est pas de ta faute, quoi. Si tu bides dans une salle avec des gens qui savent que tu vas faire du stand-up, où tout est fait pour, ou l'éclairage, et si tu bides là, c'est... Là, c'est toi, ouais, voilà. Mais voilà, là, par exemple, ce truc, c'était, je travaille avec des gens du top 14, de la compétition de rugby. Ils ont une espèce de journée spéciale sur Internet pour parler de la nouvelle saison de top 14 qui démarre. Bon, il se trouve que je suis pas... Topito, c'est assez connu sur Internet, mais moi, j'ai pas non plus 1 million de followers. Mais Internet et rugby, bah, il y a que moi. donc, enfin, Internet, rugby est marrant. À l'époque, il y avait que moi. Maintenant, il pourrait peut-être, je sais pas, prendre Gasteuil ou je sais pas qui, mais en tout cas, il y avait que moi. Et du coup, ils m'ont demandé, et j'étais très content de le faire. Mais du coup, c'était une espèce de truc en live où au début, les joueurs étaient dans une espèce de salle de restaurant et je devais présenter la soirée, faire donc un petit peu de stand-up, mais pleine journée. Les joueurs sont pas au courant que je suis censé faire des blagues. J'ai préparé 3 minutes que j'ai pu tester nulle part, puisque de toute façon, je vais pas faire des blagues sur le rugby. Et du coup là, et il est filmé et ça doit être quelque part sur Internet. C'est vraiment 3 minutes de silence total, quoi. Je n'arrive même pas à comprendre comment j'ai pas eu un seul rire, quoi. Non, mais un seul rire, c'était évident. Mais parce que les gens, en fait, personne n'est au courant, quoi. Je démarre, je suis censé présenter un truc, et au bout d'1 minute, les gens se disent, ah, il te fait des blagues, là. Et en fait, c'était horrible, et vraiment 5 minutes de rien. Non, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment j'ai pas eu de gros trous, finalement. Et puis, en plus, tu bides devant tes idoles, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait le mec de l'équipe de Clermont qui venait de remporter le titre que j'adore, il y avait des stars des All Blacks, il y avait tout le rugby français, en fait. C'est que des gens, je connais leur tête, que j'ai vu à la télé depuis 20 ans. Et donc je prends un four mais monstrueux, et après c'était pas mon seul taf, après je présentais tout le reste du truc, et là après en présentation je m'en suis sorti de manière scandaleuse un moment. Là, l'énergie du désespoir, je devais traduire ce que disait un joueur très important en plus des All Blacks, et j'ai traduit sa réponse très sérieuse en disant qu'il allait en boîte de nuit voir les filles et tout. C'était un scandale. Mais vu que les rugbyman restent des bons gros beaufs, et ben là ça a rigolé. Et c'est là que je me suis dit, ah, c'est ce genre de blague que j'aurais dû faire. Et moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai l'impression que pour avoir traîné avec pas mal de gens, j'ai toujours une blague de prête pour un type de personne. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est le genre de blague que j'aurais dû faire, bordel. Et du coup, j'ai continué dans cette lignée-là, un peu beauf. Moi, j'hésite pas à me... Là, autant je fais le gars, oui, j'adore l'humour américain et tout, mais moi, je garde un espèce de côté un petit peu professionnel, où si genre c'est ce genre de blague là qui marche, et ben le bon taf c'est de faire rire les gens, franchement je vais les faire. Parce que j'ai pas l'impression de me travestir, parce que j'ai un côté beauf, tu vois. Donc si je me rends compte que devant les rugbyman il faut faire des blagues de beauf, j'y vais, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Oui, tu disais tout à l'heure que t'étais un peu pas assez Paname ou trop Paname pour le Paname et pas assez Barbès pour Barbès. Enfin, c'était ça. Comme t'es un petit peu tout et plein de trucs en même temps, c'est ça. Il suffit de piocher, quoi. C'est ça, mais il faut juste être prêt à le faire, et voilà. Mais ce jour-là, c'était dur parce que c'était bide filmé,
Ouais. Dans les conditions étaient atroces devant des gens que j'admirais. Et puis c'était très 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 stressant parce que c'était quand même. Enfin, en fait, ils m'ont donné les rênes de maître de cérémonie d'un truc hyper important beaucoup trop tôt en fait. C'est important de pas accepter des trucs trop tôt pour les gens. Mais bon, comme Legitimus, franchement, quand elle avait parlé de son histoire, je m'étais exactement retrouvé. C'est un truc qu'on te propose, tu peux pas dire non. T'es bien payé quand tu commences, c'est important. Et puis c'est comme ça que t'apprends aussi. Mais en fait, le seul truc que t'apprends, c'est pas vraiment quand les gens ils disent ah fais des trucs de merde, ça t'apprendra à devenir un meilleur comique. Moi, je pense pas que ça t'apprend à devenir un meilleur comique, mais ça t'apprend à dire non mais ça je dis non. Ouais, à faire des meilleurs choix. Ouais, parce qu'il y a pas de parce que les gens qui sont pas vraiment dans la blague, ils pensent vraiment que c'est bon, t'es marrant, tu seras marrant dans n'importe quelle situation. Et franchement, à part Coluche, mais vraiment, je pense que lui, il pouvait être drôle tout le temps. Pour quelqu'un qui en avait marre de l'humour français et qui prenait l'humour américain, avoir Coluche en référence, c'est marrant. Mais c'est comme ça parce que, comme je te disais, l'humour français m'embêtait parce qu'il n'était pas à la hauteur de la manière dont les Français étaient marrants. C'est ça que je veux dire. Ouais. Coluche, justement, déjà, j'adorais ses sketchs, mais quand il parlait dans Coluche Info ou quand il répondait dans les émissions, ou je sais pas si vous pouvez voir ça sur YouTube, enfin si vous pouvez le voir, mais il a fait un truc qui s'appelait le jeu de la vérité Oui. pour la radio, pour la télé suisse. En gros, les gens lui posent des questions et il doit dire la vérité. Mais c'est plus drôle que tous ces spectacles réunis. Cet homme était un génie absolu. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qui m'embêtait avec la forme un peu théâtralisée de l'humour qu'on avait, c'était qu'elle n'était pas à la hauteur de. Enfin, tu vois, Édouard Baird, Benoît Poelvoorde, on a Lucchini, on a peut-être les gens les plus marrants du monde en vrai. Moi, je pense, parce que pour écouter beaucoup d'interviews d'Américains, ma copine, par exemple, elle n'arrive pas à comprendre l'humour français parce que dès que je lui montre, elle comprend pas et elle croit qu'on est nul. Mais je pourrais jamais lui traduire à quel point le génie comique d'un Édouard Baird. Mais Oui. mais ce génie, je ne le vois que dans le parler normal. Tu vois, Poulvord, aussi drôle soit-il dans C'est arrivé près de chez vous, en interview. Oui, c'est là aussi c'est les meilleurs moments qu'on attend, c'est vrai. En fait, moi, c'est ça l'humour que j'aime. Et je fais du stand-up parce que ça s'approche le plus de ça. Le stand-up, c'est une version stylisée, extrêmement travaillée de ça. C'est les meilleurs moments de ça. C'est-à-dire que si un mec sort 5 minutes drôle dans une interview, il condense, il en fait 10 secondes de marrant et tout mis bout à bout, ça fera 1 heure de spectacle génial. Mais je suis passionné d'humour naturel. En fait. Ouais, voilà, oui, d'humour vrai en quelque sorte, fabriqué tout seul presque. Et c'est ça. Et j'ai l'impression que, en fait, en France aussi, c'est ce qui m'embêtait beaucoup, c'était que j'ai l'impression que les gens les plus marrants ne font pas de stand-up. Et dans la vie de tous les jours, moi, je connais des gens qui devraient en faire. Et très honnêtement, on est très chanceux, nous les humoristes, que ce soit pas les vrais gars marrants qui. C'est pas mal vu, j'aime beaucoup. J'écoutais Fianso, le rappeur, qui disait que lui, il peut plus rire à l'humour parce que dans sa cité, il y a des mecs qui font des vannes au bas des tours et font marrer tout le monde depuis 20 ans. Il dit, mais c'est des tueurs absolus. Tu les mettrais devant une caméra, les gens, ils seraient. Et je peux comprendre ça. J'ai l'impression que tout le monde a ça. Et que l'humour, en fait, des professionnels français est encore très très loin de l'humour des Français. Et c'est pour ça que les gens sont très très exigeants. Et qu'à un moment, moi-même, quand je commençais, tous mes potes, ils me disaient, il n'y a que Dieudonné de marrant. Et c'est vrai que sur scène, il n'y avait que Dieudonné de marrant. À peu près. De très marrant, il n'y avait que lui. Et maintenant, qu'on a beaucoup travaillé, tous mes amis qui n'aimaient que Dieudonné, bah déjà n'aiment plus Dieudonné. Parce que voilà. Mais aussi, ça a été rattrapé. Cet écart, ouais, ce chemin qui avait. Ouais. Il y a 10 ans, on m'aurait dit quel spectacle de stand-up je regarde, je sais pas. Maintenant, je peux t'en citer une dizaine, ou même je peux te dire, va voir Blanche, va voir VDB, va voir Fary, Maintenant, je suis fan. Enfin, maintenant, je les connais, mais je pense que si je découvrais l'humour là, je serais fan absolu de une trentaine de gens de la nouvelle génération. Et pour le coup, ça s'est diversifié aussi, parce que autant ça pouvait se ressembler avant on va dire l'humour mainstream français, d'un humoriste à un autre, c'était à peu près pareil.
Alors que là, pour le coup, il y a une diversité incroyable, effectivement. Ouais, encore que, bon, dans les styles, disons que ça, il y a une diversité, mais elle n'a pas encore pété. Euh, un Yacine Bellous, il n'a pas trouvé son public. En fait, il y a beaucoup de gens, je pense pas qu'ils puissent tous devenir Gad Elmaleh, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses en France dont je sais qu'ils n'ont pas tout le public qu'ils devraient avoir. Des mecs comme Dava, par exemple, Sacha Béard et Augustin Chakel-Popoulos, je sais pas si tu vois qui c'est, des vidéastes. Alors là, pour le coup, non. Bah écoute, t'iras voir ça. C'est Ouais, des gens qui je note. sont des dieux pour tous les gens qui font de l'humour à Paris et qui ont une petite communauté de gens très très fidèles qui leur permettent de faire assez de spectacles et d'être financés. Mais je connais plein d'amis qui ne regardent pas d'humour, qui ne sont pas au courant que ça existe et qui adoreraient d'abord. Parce que c'est très très poussé, très très fou. J'ai plein d'amis qui adoreraient Yacine Bellous et qui ne le connaissent pas encore. J'ai plein d'amis... Bah allez, je vais même citer mon podcast que j'ai avec. Plutôt caustique. Ouais, c'est ça. C'est vraiment deux potes qui vraiment parlent et disent n'importe quoi. C'est le podcast que j'aurais bien aimé avoir quand. Enfin, c'est le truc peut-être qui me ressemble le plus, beaucoup plus que la scène, beaucoup plus que Topito. Et ça, je sais que vu que moi, c'était exactement ce que j'aurais voulu. Je sais qu'il y a d'autres gens et ils sont pas beaucoup. Hein. Je sais qu'ils sont pas énormément. Mais il y a des gens qui ne savent, et je parle pas que du mien, mais il y a un type d'humour encore niché dans les podcasts, dans les stand-up, sur Internet, qui n'a pas encore trouvé tous les gens qui doivent. Peut-être qu'ils sont 200 000, les fous qui aiment l'humour très très bizarre niché de podcast. Mais on les a pas encore, quoi. Donc c'est petit à petit. Donc à retenir, c'est faites de l'humour de niche, vous aurez un public. Ah ouais, ça c'est en tout cas pendant plus longtemps. Ça c'est sûr et certain, ouais. Parce que ça ne va faire que progresser. Et en plus, on a la chance que le français, ça soit une langue qui soit pas parlée qu'en France en fait. Donc potentiellement, c'est des Canadiens, des Suisses, des Africains qui vont vous écouter. Donc on a cette chance-là. Donc la niche peut grandir et de toute façon, ça n'ira que dans ce sens-là. Moi, quand des gens me disent, j'ai un ami comme ça qui me dit, oh moi les humoristes je regarde pas, alors que je déconne tous les jours avec ce gars, je connais exactement son humour. Je sais juste qu'il ne connaît pas encore les gens qu'il devrait connaître. Ma mère, c'est pareil. J'ai l'impression que pour tous mes amis, je pourrais dire, c'est ce que je fais tout le temps d'ailleurs. Et souvent, sans prétention, ça marche. Je leur dis, va voir ça. Et au bout d'un moment, ils disent, ah oui, c'est vrai que ça me parle. Mais vu que les gens, ils n'ont pas la même passion bizarre que nous on a. Donc ils font pas la recherche et puis voilà, ils connaissent pas. C'est normal. Mais c'est pareil en musique, c'est pareil en plein de trucs. Quoi. Moi, j'ai plus ou moins dédié ma vie à chercher des trucs comme ça en humour, en musique et en cinéma. Donc c'est ce que je fais avec les gens que je connais. J'essaie de passer. Mais ça, pour le coup, j'en veux pas trop aux gens de... Enfin, tu vois. Moi, j'ai ma chance, c'est que j'ai pas une vie normale, donc j'ai du temps. J'ai pas d'enfant. J'écris des blagues. Oui, mais tu as un CDI. Mais j'ai un CDI. Mais ouais, voilà. Bon bref, on s'est écarté du sujet des bides. Mais c'est pas grave, la discussion va où elle va et on est parfaitement dans le thème d'essaye encore finalement. C'est totalement ça. Il faut aller essayer et alors on a même compris que finalement c'était c'est marrant, c'est la première fois que j'ai ce sentiment avec la discussion. C'est que jusqu'à maintenant et pourtant j'ai reçu pas mal d'humour et j'ai une humoriste plutôt et j'aime pas mal l'humour, mais j'avais quand même ce sentiment de bien sûr on adapte le spectacle brièvement là où on le joue selon la ville ou le pays. Mais là, à t'entendre toi, j'ai presque l'impression qu'il faudrait jouer un spectacle pour le lieu où on va. Et je parle même pas d'une ville, je parle même de l'intérieur d'une ville, par exemple Paris, selon le Comedy Club, quoi. Donc c'est une nouvelle découverte. Non, à un moment, je pense qu'il faut... Le spectacle, c'est plus particulier. Pour une scène de stand-up, je pense que déjà, c'est bien de savoir où tu vas. J'aime pas trop, effectivement, les gens qui vont aller au Québec et qui font pas l'effort de changer 3 mots, qui font pas l'effort d'avoir les références locales, ou qui se renseignent pas sur le fait que les gens... Enfin, je sais pas, si tu sais que dans ce public, il y a que des habitués du théâtre qui sont vieux, bah, si t'as plusieurs blagues, essaie de faciliter celles qui peuvent plus leur parler, quoi. Si t'as un truc sur les crypto-monnaies et Joule, bah, peut-être le fais pas, tu vois. Donc ça, là-dessus, je suis d'accord. Après, le spectacle, non, le spectacle, c'est censé être toi. Après,
le stand-up, les blagues qu'on a, c'est pas forcément les blagues qu'on veut. Je dis quand le public il participe activement à l'écriture de certaines blagues. Moi, j'aimerais avoir les couilles de bider avec la même blague 250 fois de suite, en me disant, je l'enlève pas, elle me plaît. Mais j'essaye quand même d'avoir ce truc du travail bien fait. Et donc, j'ai pas ce truc de l'artiste torturé. Quand la blague, elle marche pas, je me dis, écoute, elle est pas bonne, ou les gens sont pas prêts, ou toi, t'es pas prêt, mais elle dégage, quoi. Je supporte pas qu'il y ait trop de trous. Enfin, s'il y a plus de 25 secondes sans rire dans mon spectacle, ça me paraît une éternité, quoi. Ouais. Daniel Sloss, tu vois qui est-ce? Ouais. Là, pour le coup, enfin, justement, ça rebondit sur ce que tu dis parce que il fait, alors autant des moments où tu vas avoir plein de rires en quelques secondes, et autant des fois il y a des longs moments didactiques ou en tout cas pour amener la blague et éviter un quelconque reproche ou quoi. Du coup, comment tu vois ça? Puisque toi, il faut pas 25 secondes sans blague, sans rire. Ça me va aussi. Je continue à penser que c'est une solution de facilité. Mais non, mais c'était le gros débat sur Anna Gatsby aussi, la fille qui écrit Nanette. Le spectacle en soi me plaît, mais je sais que c'est plus dur d'être marrant tout le temps. Ah oui, ça oui. Et que, bien sûr que il y a d'autres émotions dans la vie, mais pour arriver sur scène, par exemple, raconter une histoire triste. Moi, si je dis que les trémolos dans la voix, que je fais ce métier parce que mon père adorait l'humour et que maintenant il est mort, ce qui est vrai, je te jure que j'aurai des applauses. Et même, j'aurais peut-être même une critique qui dit il a su arrêter les vannes pour un moment d'émotion et ça fait du bien. Pour moi, ça, c'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. C'est-à-dire que on n'est pas là pour ça. On est là pour rigoler tout le temps. Une vanne sur le même sujet, tu dis oui? Ouais, bien sûr, mais c'est 10 fois plus dur. Si je dois me dire, il faudrait que les gens soient émus parce que je leur parle de mon père mort, j'ai juste à dire la vérité. Si je me dis comment je vais réussir à parler de mon père mort et d'expliquer, et même de façon un petit peu hardcore, expliquer ce que ça me fait et faire des blagues dessus, je sais juste que la somme de travail qui est devant moi, c'est pas la même. Et donc, en tant que personne qui voit ça et qui essaye de faire ce métier, je comprends que les gens puissent être émus. Je sais simplement que cette partie du spectacle, à part le moment qu'il lui a fallu d'avoir les couilles de faire ça, pour moi, c'était pas dur. Tout ça, c'est pareil. J'entends les gens s'énerver sur ma voix pendant que je suis en train de dire ça, mais j'en suis intimement persuadé. Ce sera le résumé. Énervez-vous sur Urbain, épisode non, mais de 23. toute façon, c'est le cas. Chaque fois que je fais un podcast, j'ai réussi à agacer des gens. Mais bon, perdre des amis. Non, mais écoute, je préfère être honnête, finalement. Bon, voilà, je le dis, c'est comme ça que ça agace des gens. Donc, mais Daniel Sloss, c'est pas pareil, je trouve. Non, c'est quand les gens font du triste pour du triste que bon. Je dis même pas que je trouve pas ça bien, mais je trouve ça moins compliqué. Et faire des setups très longs. Non, mais écoute, il y a 10 000 formes d'humour, je juge pas. Oui, voilà, après c'est ça. J'ai regardé le dernier truc de Bo Burnham sur Netflix. Oui. J'ai toujours pas vu, mais j'ai vu sans voir, ouais. C'est super fort. Mais comme d'hab, mais tu vois, c'est super fort. Mais il y a des moments où il arrête et il pleure, il dit qu'il va se buter. Et c'est vrai. Et ce que je remarque juste, c'est que, et même si j'ai trouvé ça bien, les notes, la manière dont les gens mettent des notes sur IMDb, Sens Critique et tout, sont 10 fois plus hautes que d'habitude. C'est juste, et je suis choqué que ça soit... Ouais, il vaut mieux faire moins de blagues et être plus dans l'émotion pour être considéré comme un humoriste intelligent, et ça me tue quand on sait le travail que ça peut être de faire rire non-stop pendant 1 heure. Pas que j'ai la prétention de le faire. Hein, mais j'ai bien compris que ça demande en tous les cas. C'est ça. Comme temps et comme travail. Mais ça, on ne le voit pas. Et on fait d'ailleurs tout, en tant qu'humoriste, je trouve, pour le cacher.
Moi, alors l'humour, je le balbutie seulement, donc je peux pas trop parler là-dessus. Mais pour en bouffer dans tous les sens, je vois bien comment ça marche. Et pour mon métier, qui est celui qui me fait manger, qui est la radio, c'est pareil. Il y a, je sais pas pourquoi, un truc préétabli où tu dois laisser croire que c'est facile. Ouais, alors je sais pas pourquoi. Non, mais le pire, mais c'est ça le plus énervant, c'est que tu dois laisser croire que c'est facile, et quand ça paraît facile, les gens croient que c'est facile. Et du coup, ils disent, j'entends même des gens des fois dire dans des podcasts, oui, alors moi, c'est vrai que je suis moins dans la vanne. Et genre, ces enculés, ils parlent de ça comme si c'était, genre, ils ont tort. Ils disent comme si c'était facile. Oui, non, moi, bien sûr que je suis pas dans les blagues. Ils sont en train de critiquer un truc absolument trop dur à faire. Donc, et ben dans n'importe quel métier, en fait, il faut que ça ait l'air facile, mais du coup après on croit que ça l'est vraiment. On se dit oui, bon bah ok, il m'a fait rire pendant 1 heure, très bien, bon c'était le but. Mais par contre l'autre, à un moment, bah, il m'a parlé du fait que quand elle était petite, son père l'a touchée, et ben moi j'ai trouvé ça important. Et on a tendance à confondre le sujet et le travail qu'il y a derrière ou les émotions. Enfin. Le problème n'étant pas le sujet, mais la manière. Si tu arrives à en faire des blagues, alors alléluia, t'as transformé l'essai, quoi, pour rester dans le rugby. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un tour de magie, l'humour. En fait, il y a un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Doug Stanhope. Il parle de l'expression en anglais, quand on dit on se moque de quelque chose, il dit oui, on make fun, on fait du fun. Tu vois, I make fun of you, je me moque de toi. Et il dit que lui, on est tous des enfants à côté de lui. Lui, il fait des blagues hardcore, t'as pas idée. Lui, il a 10 minutes sur comment il a aidé sa mère à se suicider, quoi. Et tu pleures de rire. Et comment tu dis son nom? Doug Stanhope. Ah, je connais pas celui-là. C'est le pape des Louis C.K. et tout le monde. En fait, il est pas connu, mais c'est peut-être le stand-upper le plus respecté. Et bref, lui, il a une blague où, justement, dans son dernier spectacle, il dit qu'il fait des blagues sur n'importe quel sujet et que les gens lui disent How dare you make fun of this? Comment tu oses? Ouais. Et comment tu oses te moquer de ça, ouais. Et il dit, mais vous vous rendez pas compte? Vous prenez l'étymologie du truc. Il dit, en fait, le truc que les gens comme ça pensent, c'est que ils croient que nous, quand on fait des blagues sur le cancer et les enfants qui meurent, genre, en fait, ça nous rend pas tristes, les enfants qui meurent. Genre, on est des monstres. C'est pas ça. Il dit, j'ai rendu le truc fun. En gros, pour moi, c'est un tour de magie, l'humour. Ça permet de battre la vie. La vie, c'est très dur. On va tous mourir, on va tous voir nos proches mourir. Il y a des guerres, il y a des gens racistes, il y a des pandémies. Il y a des pandémies, il y a Jean Castex. C'est dur, la vie. C'est très dur. mais du coup, moi, j'utilise ce truc pour que ça soit moins dur et que des gens puissent être choqués de ça. Je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça... non, mais en fait, je le trouve pas fou, mais je comprends d'où ça part. Ça part d'une incompréhension. Ils pensent que nous, ça nous touche pas. Ça nous fait juste rire. Ça nous... quand quelqu'un fait des blagues sur la guerre, ils imaginent qu'il peut se branler sur des images de guerre, ça lui fait rien. Bah non, c'est bien sûr que non. C'est sûrement les gens qui font le plus de blagues sur les trucs affreux, c'est peut-être sûrement les plus sensibles et les plus touchés. Et pourquoi on parlait de ça? Je sais pas, je me suis écouté parler. En tout cas, c'était une belle phrase et peut-être du coup celle qui conclut l'épisode. Ah bah voilà, là, carrément je me suis écouté parler là. T'es là, oh non, là c'est fini, c'est fini. Énervez-vous sur Urbain, il s'est écouté parler. Merci en tous les cas Urbain d'être passé. On retiendra que finalement oui, une fois de plus, essaye encore quoi. Voilà, c'est tout. Il y a juste à essayer et on se votera. Ça c'est sûr. Et ça marche pour l'humour, mais pour le reste, alors là c'est effectivement un épisode spécial aficionados humour, mais c'est tellement une leçon pour plein d'autres sujets que l'humour. Ouais, merci beaucoup, à bientôt. Et salut.